Voici le dernier moment de Bon Hai-min. Un cri, un fracas, et le silence glaçant d'une nuit parisienne. Le 10 juillet 2025, à seulement 43 ans, celui que l'on surnommait affectueusement le Chinois marrant, figure flamboyante de la scène stand-up française et membre iconique du Jamel Comedy Club, est retrouvé sans vie au pied d'un immeuble, après une chute depuis le 8e étage. Une fin brutale, absurde, presque irréelle, comme si la comédie elle-même avait perdu l'un de ses plus beaux enfants. Pendant des années, Bon Hai-min avait bâti sa légende sur un humour corrosif, décapant, un art de rire de tout, y compris des tabous les plus délicats. Son franc-parler, son autodérision assumée et sa capacité à briser les clichés lui avaient valu autant d'adoration que de polémiques. Mais derrière les rires et les punchlines assassines, se cachait-il un malaise plus profond. Les premiers rapports parlent d'un accident. Mais déjà, les murmures s'élèvent. Était-ce vraiment un geste malheureux? Ou bien les ombres d'une crise intérieure, peut-être longtemps contenue, avaient-elles fini par l'engloutir? Les proches évoquent un homme épuisé, surmené, parfois en proie à de sombres pensées. Les tabloïds, eux, flairent un drame intime, un récit où la gloire se heurte à la fragilité humaine. Ce soir-là, dans les rues de Paris, les rires semblaient suspendus. On se souvenait de ses prestations mémorables sur scène, de sa verve dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, de ses passages explosifs au Jamel Comedy Club. Mais on ignorait encore que ces images joyeuses allaient désormais se teinter d'une mélancolie irréversible. Et si, derrière chaque éclat de rire, il y avait un cri silencieux. Bon Hai-min n'était pas seulement un humoriste, il incarnait une voix singulière, une identité multiple, un pont entre cultures. Né à Bordeaux de parents cambodgiens, il portait en lui l'héritage d'un peuple marqué par l'exil et la résilience. Mais sur scène, il transfigurait cette mémoire en arme comique, en un humour tranchant, aussi vif qu'une lame qui coupe tout préjugé. Sa grande scène d'ascension fut le Jamel Comedy Club, véritable incubateur de talent qui, dans les années 2010, a redéfini l'humour français. Parmi les stand-uppers qui y brillaient, Bon Hai-min se distinguait par son style explosif, un mélange d'improvisation nerveuse, de sarcasme raffiné et de provocation calculée. Là où d'autres cherchaient la facilité du rire consensuel, lui choisissait le terrain miné de la confrontation, jouant avec les clichés ethniques pour mieux les dynamiter. Le public français le découvrait aussi sur les planches de grand théâtre, dans ses spectacles où il manie avec brio l'autodérision. Oui, je suis asiatique, mais je ne fais pas du kung-fu, enfin, pas devant tout le monde. Sa capacité à retourner le racisme ordinaire en comédie universelle faisait mouche. Les spectateurs riaient, mais parfois, derrière les rires, il y avait un léger malaise, celui de se voir mis à nu par la vérité. Dans un pays où le stand-up est longtemps resté dominé par un humour blanc, bourgeois et codifié, Bon Hai-min arrivait comme un souffle nouveau, presque irrévérencieux. Il ne représentait pas seulement une minorité, il la mettait au centre de la scène, exigeant que le regard change. Sa notoriété franchit un cap lorsqu'il participa à la superproduction Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu en 2023, jouant avec le stéréotype asiatique tout en le détournant avec une malice jubilatoire. Mais la lumière attire aussi l'ombre. Derrière les caméras, les tournées incessantes et les interviews, l'homme semblait parfois se retirer dans un silence inquiet. Les humoristes savent que faire rire, c'est aussi porter le poids des attentes, des critiques et des comparaisons. Dans un univers où chaque mot peut être disséqué, détourné et amplifié sur les réseaux sociaux, Bon Hai-min vivait dans une tension permanente. Rester libre tout en restant aimable, rester fidèle à lui-même tout en survivant dans une industrie impitoyable. Le thème se dessine ici presque en filigrane. Celui d'un homme qui, tout en tenant la scène d'une main ferme, voyait peut-être l'autre main glisser lentement vers le vide. Sa vie était un équilibre instable entre la joie qu'il offrait et les tempêtes qu'il affrontait seul. Tout avait commencé comme un rêve. Les premières scènes dans de petites salles parisiennes, les rires nerveux d'un public surpris par cet Asiatique qui ne correspondait à aucun cliché attendu. Puis l'explosion, un soir de 2011, il entre sur la scène du Jamel Comedy Club, micro en main, et en 3 minutes,
Il retourne la salle. On ne parlait plus que de lui dans les cercles d'humoristes. « Tu as vu ce Chinois ?» disait-on, mi-étonné, mi-admiratif. Les années qui suivent sont une ascension fulgurante. Tournée à guichet fermé, invitation dans les émissions télévisées, collaborations prestigieuses, et enfin, le cinéma. En 2023, il rejoint la distribution du colossal Astérix et Obélix. L'Empire du Milieu, une consécration qui lui offre une visibilité internationale. Son humour franchit les frontières. Sa gestuelle explosive et ses tirades acérées séduisent même ceux qui ne comprennent pas toutes ces références culturelles. Mais derrière l'ivresse du succès, une fissure se creuse. Les voyages constants, la pression de faire toujours mieux, les critiques parfois violentes sur les réseaux sociaux, tout cela ronge peu à peu l'artiste. Bunnyman n'a jamais été un humoriste tiède. Il aimait provoquer, chatouiller là où ça fait mal. Mais à l'ère du buzz et de la polémique instantanée, chaque blague un peu trop audacieuse se transformait en scandale miniature. À plusieurs reprises, des médias lui reprochent des propos jugés limites, notamment sur la politique, l'identité et les stéréotypes raciaux. Lui réplique « Le stand-up, c'est fait pour choquer un peu. Si on veut du consensuel, on va voir Disney. » Mais cette liberté d'expression assumée a un prix, l'isolement. Certains humoristes se distancient, certains diffuseurs hésitent à l'inviter, craignant un dérapage. Puis vient 2024, une année de contraste. Sur scène, il est plus brillant que jamais. Son spectacle, Le monde appartient à ceux qui le fabriquent, reçoit des critiques dithyrambiques. Mais en coulisses, on parle d'un homme fatigué, nerveux, parfois absent. Des amis évoquent des conversations tardives où il confiait son sentiment de perdre pied. Et puis, ce fameux été 2025. Quelques semaines avant le drame, Bunnyman annule soudain plusieurs représentations, officiellement pour raisons personnelles. Officieusement, les rumeurs courent. Crise de nerfs, burn-out, problèmes familiaux, personne ne sait vraiment. Le 10 juillet, en début de soirée, il est aperçu dans les couloirs de l'immeuble parisien où il loge, visiblement préoccupé, le regard ailleurs. Quelques heures plus tard, un vacarme secoue la rue, son corps gît sur le trottoir, au pied du 8e étage. Les premiers enquêteurs parlent d'un accident, peut-être une chute malencontreuse. Mais déjà, certains proches évoquent une autre hypothèse, celle d'une nuit où les démons intérieurs auraient été plus forts que la volonté de vivre. Cette chute, brutale et incompréhensible, devient le point culminant tragique d'une carrière qui semblait pourtant continuer de grimper. Comme si, au moment même où il touchait les étoiles, le vide l'avait rappelé à lui. Les jours qui suivent le drame, Paris bruise de questions. Dans les cafés, sur les plateaux télé, dans les feeds Twitter saturés d'émoticônes tristes, un seul sujet. Comment un artiste aussi vif, aussi talentueux, a-t-elle pu finir ainsi? La version officielle parle encore d'un accident, mais cette hypothèse convainc de moins en moins. Plusieurs proches affirment qu'il traversait une crise psychologique profonde. Certains évoquent une rupture sentimentale récente, d'autres un isolement volontaire après des mois de tension professionnelle. Les tabloïds flairent une piste sombre. Bunnyman, prisonnier de ses démons, titrant-il. Images volées et témoignages anonymes à l'appui. Dans un entretien accordé quelques jours avant sa mort, et jamais diffusé à la télévision, il lâchait cette phrase troublante. Les gens croient qu'on rigole tout le temps. Mais parfois, sur scène, je souris pour cacher que j'ai envie de hurler. Une confession presque prémonitoire que certains amis relisent aujourd'hui avec un frisson glacé. En coulisses, les souvenirs se bousculent. Un technicien se souvient de cette soirée, 2 mois plus tôt, où il avait trouvé l'humoriste seul dans la loge, tête entre les mains, répétant à voix basse « Je ne peux plus, je ne peux plus ». Une assistante raconte qu'il avait demandé à annuler toute apparition médiatique pendant plusieurs semaines, invoquant le besoin de silence. L'industrie du rire, souvent perçue comme un monde joyeux, cache une réalité implacable. La pression, la peur de l'échec, l'obligation de rester bancable en permanence. Et Bunnyman, perfectionniste jusqu'à l'obsession, portait ce poids comme une enclume invisible. Les médias se divisent. Certains plaident pour la pudeur,
Respectons sa mémoire, cessons les spéculations. D'autres creusent, recherchant des incohérences dans les témoignages de la soirée fatale. Pourquoi était-il seul? Pourquoi aucune caméra de surveillance ne montre clairement la chute? Pourquoi, surtout, avait-il annulé toutes ses rencontres professionnelles de la semaine? Le public, lui, oscille entre tristesse et colère. Les hommages affluent, vidéomontage de ses meilleurs sketchs, extraits de ses interviews les plus percutantes. Mais derrière ces hommages, une question lancinante demeure. Aurait-on pu le sauver? Car ce qui glace dans cette histoire, ce n'est pas seulement la mort, c'est le sentiment qu'elle n'était pas inévitable. Que derrière les applaudissements, les projecteurs et les rires partagés, se cachait un appel à l'aide que personne n'a voulu ou su entendre. Et maintenant, chaque fois que ses fans revoient ses prestations, un détail leur saute aux yeux. Ce petit moment après une punchline où son regard se perd, où son sourire se fige une fraction de seconde, comme un écho silencieux du drame à venir. Bon Hei-min laisse derrière lui une œuvre comique singulière, un style qui mêlait provocation, tendresse et lucidité sociale. Sur scène, il était à la fois le miroir et le fou du roi, celui qui reflète les travers d'une société tout en les tournant en dérision. Dans un paysage humoristique français souvent frileux, il a osé bousculer les codes, quitte à choquer, quitte à se mettre en danger. Mais au-delà du rire, son parcours pose une question plus large. Jusqu'où un artiste peut-il se sacrifier pour son art? La comédie, on l'oublie souvent, n'est pas seulement une affaire de punchline et de mise en scène. C'est aussi une mise à nu permanente, une exposition sans filet. On attend de l'humoriste qu'il fasse rire quoi qu'il arrive, qu'il transforme la douleur en divertissement. Et cette exigence, jour après jour, peut user les plus solides. Certains diront que Bon Hei-min était un électron libre, incapable de se plier aux codes aseptisés de l'industrie. D'autres verront en lui un symbole, celui d'une génération d'artistes pris en étau entre la liberté d'expression et la dictature du politiquement correct. Peut-être était-il les deux à la fois. Ce qui est certain, c'est que sa disparition ouvre un vide. Pas seulement sur les scènes de stand-up, mais aussi dans cette capacité rare à faire rire de tout sans jamais perdre l'intelligence du propos. On peut débattre longtemps sur les circonstances exactes de sa mort, sur ce qu'il vivait dans l'ombre. Mais le plus grand hommage que l'on puisse lui rendre, c'est de se souvenir de cette phrase qu'il aimait répéter « Riez tant que vous pouvez, parce qu'un jour, ce sera tout ce qu'il vous restera. » Et vous, spectateurs, que retenez-y-vous de lui? Était-il avant tout l'homme de scène, provocateur et brillant, ou l'homme derrière le rideau, plus fragile qu'on ne le croyait? Était-ce un funambule volontaire, ou une victime d'un système qui exige toujours plus? La vérité appartient à chacun. Mais son rire, lui, restera gravé, comme un écho qui, même dans le silence, continue de résonner. Il y a des artistes qui passent, et d'autres qui marquent à jamais. Bon Hei-min faisait partie de ce cieux-là. On se souviendra de ses entrées sur scène, rapides, nerveuses, comme s'il voulait déjà attraper le rire du public avant même le premier mot. On se souviendra de son regard, mi-espiègle, mi-provocateur, qui annonçait que quelque chose d'inattendu allait se produire. Pour ses fans, chaque spectacle était plus qu'un simple moment de divertissement. C'était une conversation intime, un pacte tacite. Rions ensemble, même si le monde brûle autour. Dans un pays où l'humour est souvent calibré, polissé, il avait choisi l'authenticité brute avec tout ce qu'elle comporte de risque et de vérité. Aujourd'hui, revoir ces sketchs, c'est ressentir un mélange étrange, la joie pure d'un éclat de rire et la douce amertume de savoir qu'il ne montera plus jamais sur scène. Comme un morceau de musique préféré que l'on écoute encore et encore, mais dont on connaît désormais la dernière note. Bon Hei-min laisse un héritage qui dépasse les frontières du stand-up. Il a prouvé qu'on pouvait rire des clichés tout en les déconstruisant, qu'on pouvait être irrévérencieux sans perdre la tendresse, qu'on pouvait être fier de ses origines tout en se moquant des préjugés qui les entourent. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez. Et chaque fois que vous entendrez un rire éclater au détour d'une rue parisienne, peut-être que, quelque part, c'est un peu de lui que vous entendrez encore.